Mais il faut peut-être expliquer. Le déni de réalité est la conséquence de l'impuissance. Et cette mécanique est mise en place par le système. Je m'explique. Quand un président n'a plus la main sur la monnaie, le budget, sa politique commerciale, les traités de libre-échange sont à Bruxelles, sa politique industrielle au nom de la libre concurrence, qui ne peut contrôler ses frontières, qui ne peut expulser les clandestins, il est condamné à l'impuissance. Macron, comme ses prédécesseurs, ont remplacé l'action politique par la com, c'est-à-dire la parole, la propagande et la manipulation. Et pour maintenir cette mécanique du déni de réalité et de l'impuissance, il faut de très nombreuses complicités. La presse. On ne présente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Delphine Ernotte. Aucun dirigeant de chaîne télévision publique n'avait été reconduit pour un deuxième mandat. Ce soir, l'Arcom indique avoir reconduit Delphine Ernotte pour un troisième mandat. C'est une décision d'autant plus scandaleuse que le bilan de Delphine Ernotte est égal à celui d'Emmanuel Macron, désastreux tant au plan financier qu'au plan humain. Observatoire du journalisme. Les journalistes de France 3 dénoncent les méthodes de la direction de France Télévisions et le manque de liberté d'expression. La majorité des journalistes a appris à se taire par crainte de mise à l'écart. Le débat n'existe plus à la rédaction nationale de France Télévisions. C'est une leçon connue de l'histoire. Ceux qui font de la propagande sont obligés d'instaurer un régime de terreur et de propagande. C'est News. Aggraver ça, et il vous répond pas. Moi, je suis désolé, Gauthier a parlé d'impuissance, vous avez parlé de déni. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on parle de mensonge. Parce que ne pas reconnaître à ce point l'échec sur tous ces sujets-là, et la question que je me pose, et pardon si elle est déplacée, mais comment on a pu croire qu'il était le Mozart de la finance? Comment est-ce qu'on a pu se raconter collectivement que parce qu'il avait fait l'ENA... Et d'intimider les opposants. Le GIPN débarque chez Pierre Jovanovic. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, grosse agitation, nous sommes le 12 mai, autour de chez Pierre Jovanovic, la maison d'édition des véhicules blindés, des hommes en uniforme, le GIPN en intervention. Mais pourquoi? Un écrivain qui dérange, une opération musclée pour un journaliste qui ne mâche pas ses mots? Les voisins sont sous le choc, les réseaux s'enflamment, mais aucune information ne filtre. Et c'est bien là tout le problème. Quand j'ai vu passer l'information, j'ai essayé de croiser les sources. Il n'y en avait pas. Oui, il n'y a rien dans la presse aux ordres. C'est Pierre Jovanovic qui va apporter les preuves. Preuve irréfutable de la descente de police lourdement armée aux éditions Le Jardin des Livres, plus armée que pour les points de deal, que pourrissent la vie des Français. C'est une maison d'édition. Mais qu'est-ce que cette garde prétorienne venait chercher? Est-ce le futur livre de Pierre Jovanovic? L'Élysée sait pertinemment que je dispose de documents explosifs sur le rôle des banques dans le détournement des caisses de retraite en 2008. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Sarko, en pleine crise, a pris l'argent des retraites pour sauver les banques. Ils ont volé l'argent du peuple pour le donner aux banquiers. Et aujourd'hui, ils osent parler de réforme des retraites. Ils veulent nous faire travailler plus longtemps pour combler un trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. C'est la thèse donc défendue par Pierre Jovanovic. Mais il y a pire. Ils ont voulu m'interner en hôpital psychiatrique Pierre Jovanovic. Le GIPN a débarqué à 1h du matin chez l'essayiste Pierre Jovanovic et sa maison d'édition pour le faire interner. Heureusement, il était absent. Comment s'appelle un régime politique qui psychiatrise des opposants politiques? Une petite remarque personnelle. L'échec de la police dans cette opération signifie, à mon avis, ce n'est qu'une hypothèse, beaucoup de choses. C'est que Pierre Jovanovic a été prévenu et que des policiers ou des services ont protégé Pierre Jovanovic. Si j'étais ces macronards, je commencerais vraiment à m'inquiéter. Les macronistes nous font donc vivre dans le mensonge. À voir, revoir et à diffuser. Ce moment lunaire hier soir sur TF1, quand Emmanuel Macron ose déclarer « Pendant le Covid, personne ne m'a dit « Là, faut pas faire ce que vous faites ». Personne, aucune opposition. C'est un ignoble mensonge. Les Français étaient dans la rue. Florian Philippot a organisé de très nombreuses manifestations contre les politiques sanitaires, mais il faudrait également citer Philippe Murer, Nicolas Dupont-Aignan, Virginie Joron et les autres. Quant aux meilleurs spécialistes de la pandémie,
Emmanuel Macron les a écartés, comme par exemple Philippe Douste-Blazy. Il ne faut pas oublier, même s'il n'est pas très apprécié, qu'il avait mis en place en 2004 à l'OMS le protocole pandémie qu'Emmanuel Macron a refusé de mettre en place. Il faut également citer le professeur Perron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, ancien directeur de la santé? Et puis, j'allais peut-être oublier celui qui a été le plus percutant pendant cette crise, le professeur Raoult. Philippe Murer. Tiens bon, on les aura, ces textos d'Emmanuel Macron à Olivier Véran, révélé par Le Point en janvier 2021. Macron qui dit que personne ne s'est opposé à sa politique Covid. C'est le même qui disait, tiens bon, on aura ces... Ce système macroniste nous fait donc vivre dans un monde totalitaire et donc schizophrénique. Oui, un peu comme en Union soviétique autrefois. Les Français sont pris entre deux feux, la propagande et le réel. Si les Français dénoncent la réalité de la politique d'Emmanuel Macron, ils sont aussitôt taxés par les journalistes d'extrême droite, de pro-russes, de complotistes, d'antivax, que sais-je encore. Et dans une certaine mesure, Macron a à moitié tort lorsqu'il affirme que peu de monde se sont opposés à sa politique. Oui, il a bénéficié de la complicité d'une grande partie de cette classe politique sur sa politique sanitaire. Cette fameuse UMPS européiste. Et ça continue. Union européenne, je vous avais présenté cette information. Intéressant de voir qui vote contre l'indemnisation des personnes souffrant d'effets secondaires du vaccin Covid. Bellamy, Morano, Pelletier, Trochu, Maréchal, tout le Parti Socialiste et Manon Aubry et les LFI. Cette UMPS-LFI niera le réel jusqu'au bout. Mais voilà, vous le savez, le réel finit toujours par s'imposer. On ne l'attendait plus. Pfizergate, la commission a enfreint les règles de transparence sur les textes van der Leyen selon une décision de justice. Un tribunal de l'Union européenne a jugé que la Commission européenne avait bafoué les règles de transparence en refusant d'accorder l'accès aux SMS échangés entre Pustula et Bourla, PDG de Pfizer. Dans un arrêt très attendu concernant le scandale du Pfizergate, le tribunal de l'Union européenne au Luxembourg a jugé que la Commission n'avait pas fourni d'explications plausibles pour justifier son rejet de la demande d'un journaliste d'accéder à ces SMS. Virginie Joron. Alors Virginie, première réaction sur cet arrêt incroyable, on l'attendait plus maintenant. Ben ouais, on l'attendait plus, et puis ce matin, 9h30, ça a sonné. Fin de la récréation à la commission, terminé, manque de transparence effectivement qui a été dénoncé par la Cour de justice et que nous, on a soutenu durant toutes ces années. Donc c'est bien, c'est écrit noir sur blanc. Hein. La Commission a enfreint les règles de transparence sur les textes d'Ursula von der Leyen. On ne l'attendait plus. Donc maintenant, on va continuer parce que même s'il y a cette condamnation, on voit bien que c'est la Commission. Et il me semble qu'il y a eu des SMS, enfin la preuve qu'il y a eu des échanges. Puisque ça, on l'apprend dans le communiqué de presse de la Cour de justice, où on voit bien qu'il y a bien eu des SMS et que le Tamis les a. Donc maintenant, je voudrais avoir accès à ces SMS pour voir s'il n'y a pas eu irrégularité. Ce qui va me permettre, et là, je vais tout de suite commencer le dossier, je l'avais déjà fait, hein, la saisie du procureur européen. Donc c'est ça, regardez, c'est le site. Donc là, je vais faire report a crime. Voilà, donc je vais prendre cette décision. Puisque maintenant on sait qu'il y a eu des SMS, puisqu'il faut qu'ils soient publics, eh bien s'il y a eu des irrégularités, il faut qu'on le sache. Et donc je demande au procureur européen de se saisir de suite en urgence de cette affaire, puisqu'elle, comme vous le savez, ça fait un moment qu'elle a le dossier sur la table, mais il ne bouge pas. Donc voilà, donc une grande journée et comptez sur nous pour qu'on continue ce combat. La Commission européenne, donc, a enfreint les règles de transparence sur les SMS entre Pustula et Bourla. La CUGE déclare donc l'existence de ces SMS. Ils nous font vraiment vivre dans un monde de fous, parce que lorsqu'on dénonçait cette magouille, certains osaient nous qualifier de complotistes et que toute cette affaire était pure imagination. Et voilà, nous avions une fois de plus raison. Complotiste 100, Macronard 0. Et maintenant, nous dit la courageuse Virginie Joron, je saisis de nouveau le procureur européen
pour qu'elle demande l'accès à ses SMS et ouvre une enquête pénale. Cela promet. Il est peut-être temps de remercier Virginie Joron pour tous ces combats. Non seulement elle nous permet de comprendre le fonctionnement de cet affreux machin européen, mais surtout, elle affronte courageusement le système. Respect. Le pays vit pour l'administration, non l'inverse. Emmanuel Macron dans son livre. Agnès Verdier-Molinier le confronte à ses contradictions. 100 milliards d'euros par an, c'est le coût de la bureaucratie. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est le système. Macron bénéficie non seulement de la complicité des journalistes, mais surtout des hauts fonctionnaires. Et oui, Emmanuel Macron, pour être élu, a besoin de s'attacher à la fidélité de cet état profond, de ces hauts fonctionnaires. Sans eux, il ne serait jamais président de la République. Et sans lui, il ne pourrait pas obtenir des postes de responsabilité. Alors ces hauts fonctionnaires sont en train d'abandonner Emmanuel Macron pour une raison simple, c'est qu'il est fini et ils sont en train de se tourner sur celui qui pourra continuer à leur donner des rentes, c'est-à-dire Édouard Philippe. C'est ainsi qu'impuissance, déni de réalité, propagande et corruption sont intimement liés. Pour ceux qui en douteraient encore, le saviez-vous ? La concession du Stade de France a été attribuée à GL Events pour les 30 prochaines années. GL Events, c'est la société qui a géré la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Pour servir un tel système, il ne faut pas aimer son pays, sa culture, sa civilisation. Non, il faut aimer seulement le pouvoir et l'argent. La Macronie, c'est la République des tocards, comme le disait si élégamment Davé et l'homme. Bayrou Bétaram. On a l'impression en effet que François Bayrou est en train de boire la tasse. À 7 heures, vous portez des accusations graves sur la commission et sur l'un des rapporteurs. Vous vous placez en victime. Vous accusez Madame Gulling de folle, vous accusez deux hauts gradés de la gendarmerie de mensonges. Vous tentez de renverser la situation, vous accablez, vous menacez, vous donnez des ordres avec beaucoup d'arrogance. Vous reconnaissez-vous dans ce tableau? Deuxième question. Vous admettez que votre directeur de pôle... Vous admettez que votre directeur de pôle judiciaire, ancien procureur de la République à Pau pendant des années, a téléphoné à 2 reprises au juge Mirande, alors même qu'une procédure criminelle est actuellement en cours au parquet de Pau, avec plus de 200 victimes auxquelles je rends hommage pour leur courage, qu'une commission d'enquête parlementaire est en cours. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour que ce type d'intervention au sein de votre cabinet ne se reproduise plus désormais ? Bayrou est dans le déni de toute responsabilité. La lanceuse d'alerte de l'affaire Bétaram répond à François Bayrou. La défense de François Bayrou est calquée exactement donc sur celle d'Emmanuel Macron. Le déni de réalité, le mensonge et l'inversion accusatoire. Oui, la défense de Bayrou consiste à expliquer que la LFI ce sont des affreux et que lui, qui s'oppose à eux, est donc un gentil. C'est minable. Alerte vidéo François Bayrou. Moi, je n'ai pas menti. Je ne sais plus quoi dire honnêtement. On a tous les enregistrements vidéo en 4K, les coupures de journaux, etc. Et le Premier ministre dit cela. Imaginez sur les autres sujets. Bien vu, Jeanne de Lorraine. Par exemple, sur la loi de la fin de vie. 4900 lits ont été supprimés en 2017, 4200 lits supprimés en 2018, 3100 lits supprimés en 2019, 5700 lits supprimés en 2020, 4300 lits supprimés en 2021, 6700 lits supprimés en 2022, 4900 lits supprimés en 2023. Quand vous supprimez autant de lits d'hôpitaux, de cliniques, de maternités, alors que la demande est en augmentation, vous devez trouver des solutions. L'étape suivante. La loi sur l'aide à mourir fera de la mort une thérapie parmi d'autres. 575 juristes alertent sur les risques de dérive. Et maintenant, quelle va être la prochaine étape alors que le transhumanisme arrive à grands pas ? Société, 72% des Français estiment que la société a engendré une fabrique de barbares. C'est fascinant parce que cela fait presque 30 ans que nous expliquons que notre territoire est grignoté petit à petit par les barbares. Pensez, il y a 25 ans, la fabrique des crétins de Briguely et les territoires perdus de la République, un collectif assez proche de Chevènement. Eh bien, les journalistes, le Parti socialiste, le système, les réseaux ont tout fait pour cacher ces faits. Ils ont culpabilisé ceux qui voyaient le réel. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun territoire sans sauvageons
comme l'affirmait Chevènement à la fin des années 90. Donc ça, c'est une victoire. Aller à 50 sur une voiture, de l'esquinter et à secouer dans tous les sens, une célébration. À chaque fois, c'est la même chose. Ça brûle des commerces, ça éclate des voitures, ça s'attaque à des gens qui ont rien à voir, et tu en as encore qui trouvent le moyen de te dire, faut les comprendre, c'est des jeunes en souffrance. À un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça fait 20 ans qu'on nous rabâche qu'il faut les aider. Mais là, je vois rien à aider, en fait. Vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre? Oh, ce qu'on voit là, c'est pas des victimes, c'est un problème. Quand tu montes dans un camion en marche pour le piller, et quand tu tires des feux d'artifice sur un appartement, tu es pas en colère, tu as un danger. Comme le mec qui a donné un coup d'accélérateur, on en parle. Le mec était en train de faire son travail. Il roulait tranquille, il emmerdait personne. Il se retrouve encerclé, il tape sur les vitres, il monte sur la voiture, et c'est lui qu'on met en examen. Du coup, il devait faire quoi? S'excuser d'avoir eu peur, se laisser démonter la voiture la tête haute. Vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde où c'est les racailles qui font la loi, et où les gens normaux, presque il faudrait qu'ils s'excusent de survivre. Et ça, là, c'est la victoire. Et du coup, demain, ils perdent, il se passe quoi? On va faire quoi? Discuter. S'excuser. S'excuser de quoi? De vandalisme gratuit? D'agression aléatoire? Ce match de foot, comme beaucoup d'autres, c'est une excuse pour faire un carnage. Vous vous étonnez vraiment qu'il y ait des gens qui aient plus envie de discuter. Et je vais faire une précision pour ceux qui vont débarquer, qui vont commencer à dire que je suis facho. Je cible pas de blancs, de noirs, d'arabes ou de martiens. Je cible les racailles. Nuance. Je te parle des parasites qui viennent ruiner des quartiers, des commerces et accessoirement des vies. Et à un moment donné, je suis désolé, il faut bien mettre un nom dessus. C'est la société entière qui part en vrille. Moi, du coup, j'ai une question. Pourquoi il y a qu'en France que ça part en vrille comme ça? Victoire, défaite, pluie, soleil, c'est toujours la même. Pourquoi ici, quand un ballon il rentre dans une cage, ça tourne en émeute? Oh, c'est pas de la géopolitique, c'est pas une révolution, on parle de foot, les gars. Alors moi, maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi le problème? Dites-le moi dans les commentaires. Bisous. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, laissez-moi un instant. Je reprends le lancement de votre sujet mis à jour comme chaque matin. On va parler d'Ursula von der Leyen, épinglée par la justice européenne. Le fameux Pfizergate rebondit. C'est l'affaire des SMS secrets échangés avec le PDG du laboratoire américain pendant la crise du Covid. Oui, c'est le retour en majesté de Ursula von der Pfizer. La couronne de travers et le front couvert de honte. Le tribunal de l'Union européenne vient de lui infliger un désaveu cinglant. Il traque les fraudes aux fonds européens. Il est installé à Luxembourg et il enquête depuis 3 ans, depuis qu'un journaliste un peu plus curieux que les autres, moins intimidé par les institutions européennes ou moins militant de la cause fédérale, lui réclame des comptes. Il veut toute la lumière sur les marchés passés avec les labos pharmaceutiques au moment du Covid. Il n'est pas complotiste, il n'est pas anti-vax, il est américain et du genre tenace. Alors, la Commission a acheté des vaccins à 6 labos au total, mais c'est le tandem composé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech qui a raflé la majorité de la commande. Curieusement, les négociateurs européens n'ont pas eu à déclarer d'éventuels conflits d'intérêts. Leur identité est restée secrète. Contrairement à tous les usages, la présidente de la Commission européenne en personne a négocié avec Albert Bourla, le président de Pfizer. Il communiquait par SMS en janvier 2021 quand l'Europe a acheté 1,8 milliard de vaccins. On ignore pourquoi elle en a acheté autant, 10 doses par personne, qu'il a fallu ensuite détruire, et pourquoi il coûtait de plus en plus cher, 35 milliards d'euros. Cette énigme est au cœur du Pfizergate. Alors la Commission est légalement tenue de publier les échanges sur les accords commerciaux qu'elle négocie. Eh bien, dans ce cas précis, elle a refusé. Au journaliste du New York Times, elle a opposé une parfaite mauvaise foi, du genre à réclamer aux confrères la preuve évidemment impossible à apporter que les SMS avaient bien existé. Il aurait été tellement plus simple d'avouer que la présidente les avait effacés. Mais depuis 3 ans, le scandale grandissant a valu à Ursula von der Leyen plusieurs plaintes, dont l'une au pénal en Belgique pour destruction de documents publics et corruption, plainte jugée d'ailleurs irrecevable. La médiatrice de l'Union a été saisie, elle a ordonné au cabinet de la présidente de remettre la main sur les SMS. Le cabinet a fini par répondre que la présidente avait probablement changé de portable. La médiatrice a conclu à la faute de l'administration. La Cour des comptes a enterré le dossier sans l'avoir éclairci. La commission parlementaire sur le Covid-19 n'a rien obtenu non plus. Et à ce niveau d'opacité et de bureaucratie, ce n'est plus l'Union européenne, c'est l'Union soviétique. Avec une question pendante, est-ce qu'il y a encore
quelqu'un dans le bastringue pour contrôler la présidence de la Commission. Et alors justement, est-ce qu'Ursula von der Leyen va enfin rendre des comptes ? Alors il a menti, elle a menti, il faut qu'elle l'assume, qu'elle s'explique au lieu de faire jouer l'obstruction, qu'elle parle moins de transparence et qu'elle l'applique davantage. Elle et le petit groupe d'Allemands qui l'entourent centralisent l'autorité et contrôlent l'information. Pour le reste, on relèvera qu'il y a 900 journalistes accrédités dans le quartier Robert Schuman et 750 députés qui donnent des leçons anticorruption à la terre entière, mais c'est un quotidien américain qui a affronté les avocats de la Commission pour obtenir un peu de lumière sur un contrat qui concerne tous les Européens. Peut-être qu'Ursula von der Leyen est corrompue. Peut-être qu'elle... Non. En tout cas, elle a tout fait depuis 4 ans pour qu'on se pose la question, et ça n'a pas dérangé les dirigeants européens qui l'ont reconduite à la présidente de la Commission.